va bien. Je vais attaquer tout de suite. Je ne vais pas me présenter parce que je n'ai pas le temps. J'ai trop de trucs à vous raconter. Et ce n'est pas le sujet de parler de moi. C'est plutôt de vous parler effectivement de comment est-ce qu'on peut passer du leadership au leadership. Pour ça, j'ai plein de choses à vous dire. Et je vais commencer par vous raconter une histoire que je raconte souvent, qui est assez rapide, mais qui est conçue pour que vous, dirigeants d'entreprise, puissiez comprendre le pourquoi du pourquoi d'aujourd'hui. Cette histoire, elle commence en 1860 aux États-Unis. On est ici à Boston, vous voyez que c'est une ville qui est toute jeune, en pleine construction. Et en 1860, rappelez-vous tous les westerns que vous avez vus, le pays est globalement habité à l'est, et il y a tout l'ouest qui reste à conquérir, c'est le Far West. C'est une zone immense, avec des déserts, des falaises, des montagnes, des fleuves, des Indiens, des bandits, il y a de tout. Et il y a un tout petit bout de chemin de fer en Californie. Et le grand challenge, c'est d'essayer de relier les deux territoires. Les architectes de cette construction de ce pays sont notamment les compagnies ferroviaires, qui sont les GAFA de l'époque. Elles sont très puissantes, elles ont des millions de dollars, et elles sont en train réellement de construire le pays. Et leur raison d'être, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la raison d'être de ces entreprises, c'est quelque chose qui était transcendant à l'époque, c'était quelque part de rapprocher les Américains de l'Atlantique au Pacifique, dans un pays qui était vierge du point de vue occidental de toute occupation. C'était une épopée assez extraordinaire, une véritable aventure, on peut le voir ici sur ces photos d'époque, où même les femmes et les enfants venaient voir leur mari travailler sur le chantier. Je ne sais pas depuis combien de temps on n'est pas venu vous voir travailler devant votre ordinateur, faire des PowerPoint. Moi, ça fait très très longtemps. Et c'était des gens qui étaient des aventuriers dans l'âme, qui avaient quitté leur pays européen ou ailleurs, et qui étaient venus vivre le rêve américain, pour construire quelque chose qui était, d'un point de vue industriel, assez colossal. Il fallait quand même percer des tunnels, construire des ponts sur des milliers de kilomètres. Au bout d'un moment, en 1870, ils ont enfin réussi à faire se rejoindre les deux chemins de fer et ils ont fait la jonction, photo historique de la jonction de la ligne de l'Est et de la ligne de l'Ouest. À partir de là, tout s'est accéléré très vite et en 1890, il y a eu beaucoup plus de kilomètres de voies ferrées qui ont été construits et les compagnies concurrentes ont commencé à apparaître pour exploiter des réseaux plus régionaux. Et là, il s'est passé quelque chose d'un point de vue sémantique qui peut paraître anecdotique et qui ne l'est pas, en fait. C'est que la raison d'être que ces boîtes avaient au départ, rapprocher les Américains de l'Atlantique au Pacifique, est progressivement devenue, face à ses concurrents, devenir le leader du marché. Genre de phrase que vous connaissez par cœur, qu'on voit partout, où toutes les boîtes s'auto-élisent leader de quelque chose. Ce faisant, pour devenir le leader du marché, ces comités de direction ont commencé à prendre des décisions pour battre les concurrents, donc faire plus de voies ferrées, plus de gares, construire des trains plus rapides, toujours la logique du plus, plus, plus. Dirigé par des gens qui faisaient une petite guerre d'ego, disant que c'était lui le plus gros exploitant, non, c'était l'autre, c'était vraiment qu'une guerre d'ego entre ces dirigeants, et pour savoir s'ils étaient le leader du marché ou pas, ils ont commencé à regarder des indicateurs. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas, comme on le sait, dans un pays très cartésien qu'est la France. Et donc, ils ont commencé à mesurer, est-ce que oui ou non, je suis leader. Pour ça, on a inventé, je pense, le métier du consulting à ce moment-là, pour produire des rapports sur le chiffre d'affaires, la croissance, les marges, la valorisation de l'entreprise, les prix des concurrents, où est-ce qu'ils en sont en part de marché, quels sont leurs process, comment ils font pour faire plus vite, moins cher, etc. Et en ayant le regard aveuglé par ces indicateurs-là, chaque réunion du lundi matin, c'était où est-ce qu'on en est par rapport à nos concurrents, il faut qu'on devienne le premier, il faut qu'on devienne le premier. Ils n'ont pas vu arriver un truc qui s'appelle l'avion, qui n'est qu'un train, mais un peu plus rapide. Imaginons que je refasse cette histoire, mais en imaginant que ces comités de direction n'aient jamais perdu de vue le sens premier de leur entreprise, que leur purpose était au centre. Là, ceux qui connaissent Simon Sinek, ça va vous parler. Le purpose, c'était de rapprocher les Américains. On imagine que chaque réunion du comité de direction se disait c'est pour ça qu'on existe fondamentalement, c'est pour rapprocher les Américains. Alors le train, qui était la technologie disponible à l'époque, était un moyen logique, un produit logique et disponible pour remplir cette mission. Quand l'avion est apparu, ils auraient pu le voir comme un train plus rapide et avec des ailes et se dire c'est tout à fait aligné avec notre purpose, notre raison d'être, donc ils auraient pu racheter la start-up aviation, qui était une start-up dans un garage conçu par les frères Wright, comme Facebook ou Netflix. Ils auraient pu la racheter et l'intégrer dans leur catalogue de produits sur la partie un peu innovation.
et le développer en interne. Ils avaient largement les fonds. S'ils avaient fait ça, aujourd'hui, on prendrait un avion SNCF. Ça ne poserait pas de problème, ce n'est pas choquant, a priori. Je vais un peu plus loin. Quand SNCF a racheté Wicar, vous vous rappelez ça? Wicar, ils vendent des voitures. Enfin, ils proposent un service de déplacement en voiture. Ils ne vendent pas des voitures, mais c'est un service de déplacement en voiture. Quand la SNCF a investi dans Wicar, ça n'a choqué personne qu'une compagnie ferroviaire vous vende des déplacements en voiture. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur Wicar que j'ai découvert le purpose un peu de la SNCF, mais qu'ils ont un peu perdu de vue quelque part. Ils ne vendent pas seulement des billets de train, mais des moyens d'aller de chez soi à sa destination. Donc, quand la voiture est apparue, ils auraient pu là aussi l'intégrer dans leur portefeuille de produits. Et je vais un peu plus loin, bien sûr, le bus c'est pareil. Ah bah c'est ce qu'ils ont fait avec Ouibus 150 ans plus tard. Vous avez vu que s'ils n'avaient pas perdu de vue les compagnies ferroviaires américaines, que le but était de rapprocher les Américains, ils auraient pu, puisqu'ils étaient les premiers et avec le plus de moyens, préempter chacun de ces marchés-là et proposer une offre globale de transport. Ce que la SNCF a fait un peu avec du retard. Il faut, comme dit Simon Sinek, toujours garder en tête, et c'est le rôle d'un dirigeant, que vous gardez le sens de votre entreprise en tête. C'est ça qui vous inspire au quotidien, et tout le reste, toute l'implémentation, n'est que la conséquence, n'est qu'au service de ce purpose. La stratégie, les tactiques, les produits, les services que vous proposez, l'expérience collaborateur, l'expérience client, les boîtes que vous rachetez, la com que vous faites, tout ça, c'est au service de cette raison d'être. Très souvent, c'est l'inverse qui se passe. On rentre par le what et on oublie un peu le why. Il y a une boîte comme ça qu'on connaît tous, qui, à mon sens, a fait les frais de ce manque de vision, s'appelle Kodak. Kodak est toujours pris en exemple comme une entreprise qui a fait les frais de la transformation digitale. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec cette lecture-là. Elle a fait les frais d'un manque de vision de la part de ses dirigeants, puisque le purpose de Kodak, tel qu'on le voit sur cette vieille publicité, c'était de capturer des souvenirs du monde. Et quand on pense comme ça, le digital n'est qu'un moyen supplémentaire de capturer des souvenirs du monde. Mais ils l'ont perdu de vue, et ils sont restés focalisés sur qu'est-ce qu'on fait de l'argentique, et du coup, ils n'ont pas ouvert leur stratégie au numérique. C'est un manque de vision. Ce qu'ils ont oublié, c'est que le purpose, c'est réellement un cap pour une entreprise. Et à quel moment est-ce qu'un cap, c'est le plus important dans la vie? C'est quand on ne voit rien. Et je trouve que de ce côté-là, le 21e siècle, il est assez fourni. Tout va excessivement vite. Transformation digitale, ubérisation, rappelez-vous tous ces mots avant le Covid, il y a quelques mois. On vit dans un monde où les maîtres mots, c'était ubérisation, IA, transformation digitale. On a oublié tout ça, c'est terminé. Mais il y a quelques mois à peine, c'était les grands sujets de transformation des entreprises. Là, c'est plutôt la survie, mais il n'y a pas longtemps, c'était encore ces mots-là. Et tout le monde disait, ça va ultra vite, comment on fait pour s'en sortir dans un monde qui va très très vite, etc. Et alors, ça, c'est le 21e siècle. Mais je trouve que 2020 est particulièrement fourni. Ça, c'est une image qui résume très très bien 2020. C'était pris en Californie pendant les incendies, où un signe qui vous propose de porter un masque devant un EHPAD est en train de prendre feu dans un immense brasier où le pays entier a pris feu. Cette photo-là, qui capture vraiment l'essence de notre belle année, rappelez-vous qu'on s'est dit bonne année en janvier, et c'est pas fini. Cette image-là, qui capture vraiment 2020, elle est la résultante logique et inéluctable d'un système de pensée dans lequel on est tous depuis longtemps, donc qui s'appelle le leadership, et que je vais vous expliquer ce matin. On baigne tous dedans, c'est extrêmement dur de s'en extraire, c'est toute la difficulté de ce que je vais tenter de vous expliquer ce matin. Le leadership fonctionne quand le comité de direction, donc les gens qui dirigent, a un purpose, la raison d'être de sa boîte, qui est au service de l'argent, faire du profit. C'est le cas de 99% des entreprises, parce que effectivement, oui, l'argent, c'est important. Mais si on prend un petit peu de recul, qu'on fait un petit pas de côté, parce que c'est mon job, sur la question de l'argent, on se rend compte qu'avoir une raison d'être qui est au service du profit est un non-sens absolu, dès le départ. Pourquoi? L'entreprise, c'est comme une voiture. Elle vous permet d'aller quelque part. Pour aller quelque part, une entreprise, elle a besoin d'argent, une voiture a besoin de carburant, une entreprise a besoin d'argent. Mais je ne connais personne qui achète une voiture pour mettre de l'essence. Une entreprise, c'est pareil. On va quelque part. Oui, il y a besoin d'argent pour aller quelque part, mais je n'ai pas créé une entreprise juste pour faire le plein, juste pour gagner de l'argent. C'est comme quelqu'un qui vous dit « je mange pour être gros ». Ce n'est pas ça. On mange pour pouvoir vivre. Mais quand on mange pour être gros, c'est malsain. Une entreprise qui n'existe que pour gagner de l'argent, c'est malsain. Il y a une perte de sens. Et déjà en 1900,
Henry Ford, celui qui a inventé la voiture, le disait, l'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si on l'entend de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, elle mourra aussi parce qu'elle n'aura plus de raison d'être. Il le savait déjà, il avait tout inventé. Donc, mettre l'argent comme stratégie, comme but premier d'entreprise, est un non-sens absolu. Quand on fait comme ça, quand on se dit on doit gagner de l'argent, c'est notre raison d'être, et on le fait tous plus ou moins, on invente des process dont l'unique but est de maximiser la génération des profits. Et donc, on va fabriquer en Asie, parce que c'est beaucoup moins cher, des millions de produits plus ou moins futiles, au lieu d'être utiles, qu'on va entasser dans des ports de dimensions phénoménales pour qu'on puisse avoir dans nos magasins de jouets plein de petits trucs en plastique et inutiles, qu'on va faire traverser sur des immenses bateaux transportant des millions de tonnes d'objets inutiles qui finiront au bout de quelques jours, voire quelques mois, dans nos poubelles à Paris, qu'on va ensuite remettre dans les mêmes containers, sur le même bateau, qui va retourner en Asie, parce que c'est moins cher de traiter les déchets là-bas qu'ici. Donc il y a des gens qui ont consciemment pris des décisions pour générer plus de profits en créant ce système-là dans lequel on vit tous, et on est tous coupables et tous complices de ce truc-là. Donc le même bateau transporte les mêmes containers avec les mêmes objets, mais sauf qu'ils sont en version détritus. Et ils repartent en Asie, parce que c'est moins cher, s'entasser dans des décharges d'une taille colossale que nous, on ne voit pas, parce que c'est mieux quand c'est là-bas, et on les laisse se débrouiller avec ça. Ça, c'est le système de leadership. Les process sont au service du profit et le maximisent. Mais ce n'est pas fini. Quand on pense profit, on met en place tous les process dont je viens de parler en exemple ici, et on va inventer des produits dont le but est uniquement de maximiser le profit. Par exemple, on va fabriquer des téléphones ou des ordinateurs dont on espère que la durée de vie va être artificiellement réduite grâce à des stratégies conscientes d'obsolescence programmée. Je pense à Apple, qui est toujours l'entreprise, quand on donne un exemple, une entreprise magnifique sur la raison d'être, mais quand vous la regardez à travers ce spectre-là, c'est une aberration, cette entreprise, du début jusqu'à la fin. Non seulement on crée des produits dont on veut qu'ils soient bientôt périmés pour que vous en rachetiez, mais en plus on les met dans des suremballages complètement idiots. Et de ce côté-là, l'être humain est très créatif, puisqu'on emballe des grains de raisin individuels, des tranches de pain individuelles, des fraises individuelles, et bien sûr, dans nos cafés, vous voyez, des morceaux de sucre. On est habitué, on ne le voit plus, tout ça. Il y a des gens qui ont pensé un système où on va mettre on va mettre un morceau de sucre dans des petits morceaux de plastique qui finiront tout ça dans nos océans. Alors, ces derniers mois, il y a eu des gens encore plus créatifs, encore plus stupides, qui ont inventé carrément des billets d'avion sans destination. Vous avez vu ça? On vit dans ce monde. C'est dingue. Et c'est des gens qui, consciemment, décident de vendre des billets d'avion sans destination parce qu'ils sont pris dans l'engrenage du leadership. Ils doivent faire rentrer de l'argent, et donc on va faire à des gens des tours en avion où ils reviennent au point de départ et ils ont fait un brunch dans un avion. Et il y a de plus en plus de compagnies qui commencent à proposer ça. Je ne serais pas surpris que ça arrive bientôt en France aussi. Et c'est dramatique d'arriver à une logique aussi destructrice. Quand on fabrique des produits qui n'ont que comme but de faire du profit, on voit les gens comme une ressource humaine, comme une variable d'ajustement. Et on se dit, comment je fais pour que ces gens-là me coûtent le moins cher possible, pour qu'ils me génèrent le plus de profit possible? Je vais faire extraire mes terres rares pour mes téléphones à obsolescence programmée par des enfants, c'est moins cher. Tous nos téléphones sont fournis par ce type d'ouvriers. On le sait, tous. Mais on va quand même acheter l'iPhone 6 et 7 et 8. Ce système de leadership qui met l'humain quasiment à l'avant-dernier niveau de la stratégie, il est producteur des plus grosses inégalités économiques que la planète ait jamais vues. En 2017, 43 personnes détenaient autant de richesses que 3,8 milliards d'humains. Donc un demi-wagon de TER, même pas un tiers de wagon de TER, détenait autant de richesses que 3,8 milliards d'humains. En 2018, ils étaient 26, divisé par 2 en un an. Et en 2020, les 1% les plus riches du monde détiennent 2 fois plus de richesses que presque 7 milliards d'humains. Je ne connais aucune société humaine dans l'histoire des civilisations qui a tenu longtemps avec un tel niveau d'inégalité. Ça n'existe pas. On ne fera pas exception à la règle.
Les inégalités économiques, quand elles deviennent exacerbées, conduisent systématiquement à un effondrement social. En 1789, il y avait moins d'inégalités. On a tranché des têtes dans ce pays pour moins que ça. Donc la résilience de notre civilisation, la vie de nos enfants et petits-enfants, elle est menacée sérieusement par un système qui est producteur d'inégalités catastrophiques. Et le deuxième effet qui se coule négatif de ce système, non seulement c'est les inégalités, mais c'est que les gens qui sont partie prenante de cette roue et qui sont déconsidérés à la fin, ils vivent un problème, puisqu'il n'a pas de sens dès le départ, eux-mêmes vivent la perte de sens. Les collaborateurs, si vous regardez le nombre d'ouvrages sur le sujet de la perte de sens, elle est colossale. C'est le mot-clé, juste avant le Covid, c'est le mot-clé, la question du sens, on en a parlé tout à l'heure. L'engagement des collaborateurs, c'est un sujet qui est aujourd'hui central pour les RH. Comment je garde mes talents, comment j'attire des talents, comment je fais en sorte que mes collaborateurs ne quittent pas la boîte pour une autre aventure. Il y en a de plus en plus. Un sondage qui est connu, qui a été fait par Gallup il y a 1 an ou 2, vous l'avez peut-être entendu ou vu, 71% des millennials, donc les gens qui sont les prochains cadres de toutes les entreprises et ouvriers de toutes les entreprises, les collaborateurs, 71% sont non engagés ou activement désengagés. Ce sont des gens qui sont toxiques pour une entreprise. Vous essayez de faire quelque chose qui avance ensemble, ces gens-là, aux 3/4, ça ne les intéresse pas. Le corollaire de ça, et malheureusement il est mort il y a quelques semaines, c'est ce qu'on appelle le phénomène des bullshit jobs. Vous avez entendu parler de ça? C'est des jobs dont on sait qu'ils ne servent à rien. C'est David Graeber, le journaliste, qui avait sorti un bouquin là-dessus. Alors en France, le Nouvel Obs, allez voir si vous voulez, a fait une étude sur le sujet des bullshit jobs, et c'est assez éloquent. On découvre des gens qui témoignent et qui disent, dans 70% des cas, mon travail ne sert à rien. Je me mets en off pour arrêter de penser quand j'arrive au boulot. Et je ne vais pas dire qu'il y en a dans cette pièce, mais statistiquement parlant, il y en a partout. Des gens qui font un job sans savoir pourquoi, et dont ils savent très bien au fond qu'ils ne servent à rien, qui sont partie prenante d'un système énorme, et ils sont un petit rouage. Et cette perte de sens-là, elle est dramatique pour eux, puisqu'ils ne savent plus à quoi ils servent. Et ils démissionnent, ils changent de boulot, ils créent des entreprises. Vous êtes confrontés, j'imagine, à ça au quotidien, et on leur demande, et c'est le cas aussi aujourd'hui de ce matin, de remettre du sens. On doit redonner du sens à ces gens-là. Donc, la stratégie initiale consistant à faire du profit est un non-sens logique, on l'a vu, qui produit des conséquences désastreuses et qui, in fine, pour les collaborateurs, ça implique qu'eux-mêmes perdent le sens de ce qu'ils font. Ils n'ont plus aucun attachement à l'entreprise. Et la dernière conséquence, bien sûr, la plus problématique, c'est qu'en dernière roue du carrosse, il y a toujours une oubliée, la planète. Chaque fois qu'une entreprise signe un contrat, le fournisseur est content, le client est content, l'État est content parce qu'il y a 20% de TVA, les collaborateurs sont contents, tout le monde est content, mais il y a toujours une oubliée, c'est la planète. Alors, on m'a dit de faire un pas de côté, donc je voulais proposer un pas de côté de à peu près 6 milliards de kilomètres, donc c'est un gros pas de côté. Reprenons un tout petit peu de recul. La bille que vous voyez ici, là, c'est la Terre, qui a été prise par la sonde Voyager 1, quand elle était en train de quitter le système solaire. On lui a demandé de se retourner. Elle a pris une photo de la Terre à 6 milliards de kilomètres. On est là. 6 milliards de kilomètres, pour vous donner une idée de ce que ça représente à peu près comme distance, vous prenez un avion et vous êtes en vol pendant 700 ans. J'ai fait les maths. C'est long, c'est extrêmement loin. Et cette photo, elle est connue, c'est The Pale Blue Dot, je ne sais pas si vous connaissez, Carl Sagan a écrit dessus. C'est tout ce que vous connaissez se situe sur ce petit point bleu, perdu dans l'espace. Et je voulais vous donner cette photo-là pour qu'on se rende compte réellement que la Terre n'est qu'un petit vaisseau spatial, tout petit, dans lequel on est tous embarqués. Et la seule chose qui nous sépare du vide spatial, dans ce vaisseau spatial qu'est la Terre, c'est une cloison de 2 km d'épaisseur. C'est rien, 2 km. C'est ça qui nous sépare du vide et du froid de l'espace. Cette cloison, elle nous est gentiment et gratuitement fournie par essentiellement les océans, qui absorbent du CO2 et rejettent de l'O2, grâce notamment au phytoplancton, et à 30% en moyenne par les forêts, vous connaissez, qui absorbent du CO2, avec les forêts en croissance, et émettent de l'oxygène. Donc cette cloison de 2 km, qui est extrêmement fine, et qui est la seule chose qui nous maintient en vie, au final, elle nous est fournie par ces deux éléments-là.
le problème, c'est qu'on n'en prend pas beaucoup soin, à cause du système dont je viens de parler. On coupe à des échelles astronomiques les forêts qui nous fournissent cette cloison isolante. On en coupe 26 milliards d'arbres par an. C'est énorme, hein, 26 milliards. Chaque minute, c'est 10 ou 15 terrains de football qui disparaissent de forêt pour alimenter des champs, pour faire de l'huile de palme, pour manger plus de Nutella, ou de la viande, ou du soja, ou des avocats. Et du côté des océans, c'est pas mieux, ils sont en train littéralement de mourir. C'est simple. Là, c'est du corail qui est mort, et à l'échelle mondiale, c'est pas pour vous déprimer, hein, mais c'est le constat pragmatique. Les océans, on estime qu'ils ont perdu la moitié de leur biodiversité, la moitié de leur vie. La vie qui était dedans, la moitié a disparu, uniquement à cause de nous. Non seulement à cause de la surpêche, mais aussi à cause de la pollution. 150 millions de tonnes de plastique dans l'océan. C'est colossal. On en rajoute 8 millions de tonnes par an, parce que des gens conçoivent des sachets de sucre entourés de plastique, et des fraises dans un suremballage, parce que ça peut se vendre plus cher, et parce que c'est hyper classe en fait. Ou des téléphones Apple emballés dans 14 épaisseurs de carton et de plastique qui finiront toujours ici. Le problème, c'est que cette logique-là, elle est simple. On a toujours moins de carbone capturé parce qu'on tue et on détruit ce qui nous permet de fabriquer la petite cloison, donc les puits de carbone, et on émet toujours plus de carbone. On émet 39 milliards de tonnes de carbone chaque année. Conséquence logique, prenons un peu de recul là aussi dans l'histoire, la hausse des températures. La hausse de la concentration en CO2. Vous avez ici sur le graphique la moyenne des 800 000 dernières années. Donc là, on prend du recul. Ça, c'est 800 000 ans. Et ça, c'est depuis 1950. On est complètement hors moyenne. On est dans une anomalie dont on n'a pas conscience, mais on est complètement en train de faire exploser la courbe de concentration en CO2 à des niveaux colossaux. La conséquence logique, mesurée par 5 organismes différents et indépendants sur la planète, c'est la hausse des températures, qui est quand même assez bien corrélée, hein, pour ceux qui doutent du fait que ce soit une réalité. Elle est quand même très corrélée. La hausse de température, elle est réelle, rapide, très rapide, et elle est dramatique. Et elle conduit à ce qu'on appelle ce si poétique réchauffement climatique et fonte des glaces. Alors, je voulais me demander ce que c'est la fonte des glaces, me représenter réellement ce que c'est. Je trouve que ça ne représente pas, c'est un glaçon qui fond. Ce n'est pas super représentatif de la réalité. La réalité de la fonte des glaces, c'est plutôt ça. Ce sont des départements entiers de France qui se détachent soudainement et qui partent à la dérive. Vu d'avion, c'est ça la fonte des glaces dans laquelle on vit. Ce n'est pas des glaçons qui fondent, c'est des continents de glace qui se détachent et qui partent à la dérive. La conséquence aussi de ce réchauffement, c'est des canicules. On l'a encore vu cet été, hein. Il y en a de plus en plus. L'année 2019, pour ça, a été assez instructive. Météo France a mesuré. Hein. On a eu des records de température qui n'ont jamais été atteints. Et pour vous achever, je propose cette petite bulletin météo de 2030. Pardon. Bonjour à tous, aujourd'hui 8 août 2030, 21e jour consécutif de canicule. La situation reste bloquée sur le pays en raison d'un anticyclone toujours centré sur la France qui nous apporte cet air brûlant et ce soleil de plomb. Les températures vont même continuer à grimper ce jeudi pour atteindre des niveaux jamais observés. Météo France déclenche d'ailleurs le niveau 2 de la vigilance rouge après 15 jours en niveau 1. C'est une première depuis l'instauration de cette échelle après les chaleurs extrêmes de 2026. En effet, les records de température, toujours détenus par l'été 2026, justement, seront certainement battus dans l'après-midi. Le mercure pourrait localement dépasser pour la première fois la barre des 50 degrés, notamment dans la plaine alsacienne et localement en Saône-et-Loire. Ceci n'est pas une blague. C'est la projection en 2030. Et jusqu'à présent, les scientifiques se sont tous malheureusement plantés. Ils étaient trop optimistes sur les prévisions, tous, systématiquement. On est toujours pire que le plus pessimiste des scénarios. Les scientifiques français notamment ont refait une étude il n'y a pas longtemps et ils ont estimé que la trajectoire actuelle du réchauffement, c'est plus 7 degrés en 2030. Plus 7 degrés. C'est 10 fois pire que ce qu'on vient de voir là. Mais en 2030, dans une dizaine d'années, nous connaîtrons dans les grandes villes 50 degrés de canicule. Les gens vont faire quoi? Prendre des climatiseurs. Ce qui aggravera le problème. Encore plus. Ce réchauffement climatique produit
de plus en plus d'incendies. On l'a vu encore cet été aux États-Unis, on l'a vu en Australie. Des incendies qui sont colossaux, hein, qu'on peut voir de l'espace. C'est des tailles dont on a peine à s'imaginer ce que c'est. Bref, on est rentré dans une période qu'on appelle l'Anthropocène, qui sera, à mon sens, l'âge géologique le plus court que la Terre ait jamais connu, puisque c'est à cause de nous. Il ne va pas durer très très longtemps. L'Anthropocène, je le résume en une phrase, on est bien parti pour être la dernière civilisation à disparaître. Je pense qu'on peut s'en féliciter collectivement. C'est une vraie réussite. Il y a eu 108 milliards d'humains sur Terre en moyenne qui ont vécu, de nombreuses civilisations qui sont apparues et ont disparu. On serait sans doute la dernière, à ce rythme-là, à disparaître. Tout ça à cause de ce système qui est complètement stupide, ce système qui n'a pas de sens, qui détruit la planète, et on arrive à la fin à game over, parce qu'on a détruit le support sur lequel on s'amuse tous. Pour mémoire, et pour faire un peu de bon sens, comme le disait une pancarte dans une manifestation en Allemagne, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de job, il n'y a pas de marge sur une planète qui est morte. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dépendants intégralement de la planète sur laquelle on vit. À ce sujet, Einstein, qui a dit beaucoup de choses, a dit cette phrase que j'aime bien, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est la raison pour laquelle l'objet de ce matin, c'est de vous proposer un petit changement de direction et qu'on arrête collectivement tous d'être complices, voire acteurs ou responsables de cette économie dégénérative qui n'a aucun sens à moyen terme, même à court terme, et qu'on fasse un petit virage vers le leadership et ce qu'on appelle une économie régénérative. Les dégâts sont tels que là, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de réparer les dégâts qu'on a commis parce qu'on est dans un environnement qui est trop fragile pour durer. La résilience est très clairement menacée. Ce virage de gauche à droite, histoire de rester dans la thématique, je propose de l'appeler le leader shift. C'est en tant que dirigeant, se dire je vais shifter du modèle d'avant au modèle d'après. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un mode de pensée qui s'appelle la systémique, qui dit que souvent, la solution est dans le problème. Or, on l'a vu, le problème, c'est le business. La façon dont on fait du business, depuis trop longtemps. Ça veut dire que la solution, c'est aussi le business. Les 100 plus grosses entreprises mondiales pèsent à peu près 20 000 milliards de dollars. Il n'y a aucune ONG, aucun État qui peut avoir autant de puissance de frappe, autant de puissance d'impact. Autrement dit, les entreprises possèdent le plus haut potentiel d'impact positif, si elles utilisent à bon escient. C'est la raison pour laquelle elles ont besoin d'un cap. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté au début sur cette petite histoire pour vous faire comprendre l'importance d'un cap dans le développement d'une entreprise. Et quand on a un cap, ça ne suffit pas. Il faut aussi des capitaines. Le capitaine a pour mission de définir un cap et de le tenir. Et ce rôle-là de capitaine, il est tenu, à mon sens, par les comités de direction. Et je m'arrête une seconde sur le mot comité de direction. C'est pour donner la direction. Ce n'est pas pour diriger. C'est ça le devoir d'un comité de direction, c'est de montrer dans quelle direction on va. Et la direction que je vous propose, c'est celle du leadership avec un grand P. Rappelez-vous, P comme planète, P comme purpose, comme vous voulez. C'est pour que ça vous reste en tête. Est-ce que ce shift, il est compliqué? Est-ce qu'il est impossible? Je ne suis pas certain. Il est très dur, mais il n'est pas impossible. Est-ce qu'il faut tout changer? Oui et non. Il suffit peut-être simplement de changer de direction de ce système et de repartir dans l'autre sens. Et cet autre sens, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. On commence, quand on est au comité de direction, par déterminer une direction, donc le purpose. Ce purpose, je vais vous le raconter, enfin, l'importance de ce purpose et ce que ça implique à travers une petite histoire très rapide d'une entreprise américaine qui s'appelle CVS, je ne sais pas si vous connaissez, une sorte de drugstore, qui avait une raison d'être, inscrite dans les statuts, c'est une grosse boîte, de 2800 magasins. Sa raison d'être, c'était d'aider les gens à retrouver le chemin d'une meilleure santé. Assez classique. À chaque fois qu'il sortait cette phrase, les gens disaient « et rigolaient parce qu'ils vendaient des cigarettes dans les magasins. Donc, le comité de direction a un jour entendu cette incohérence et a dit « nous allons, en tant que capitaine, arrêter de vendre des cigarettes ». Ce qui impliquait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en moins, instantanément. Les analystes financiers, quand ils ont entendu cette nouvelle, étaient morts de rire, parce qu'eux, ils pensent à leur profit jeudi prochain, c'est tout. Et ils ont dit que ces 2 milliards allaient partir directement chez le concurrent.
chez les concurrents. Donc, autrement dit, ils ont encouragé l'achat des actions des concurrents. Ils ont dit que la boîte allait couler, que c'était une décision stupide et qu'une entreprise n'est pas là pour faire youpi, et était là pour faire des profits. Ce qu'ils n'ont pas compris, ces financiers et ces conseillers en bourse, ces experts de l'économie du monde d'avant, c'est qu'en prenant une telle décision, il y aurait des conséquences, et heureuses. Quand ils ont décidé d'arrêter de vendre des cigarettes, beaucoup de fournisseurs de produits bons pour la santé ont dit à CVS, on est OK pour vous fournir maintenant des produits. Donc ils ont ouvert de nouveaux fournisseurs, ils ont vendu des produits bons pour la santé. Les gens qui ne trouvaient plus les cigarettes chez CVS, est-ce qu'ils sont allés les acheter ailleurs? Non. En fait, ils ont acheté moins de cigarettes, et par contre, on a observé dans chaque ville où CVS a pris cette décision, une hausse de consommation de patchs de nicotine. Globalement, au niveau régional, il y a eu moins de fumeurs. Donc en fait, en prenant cette décision qui était cohérente, ils ont eu un très bon effet sur la population, sur la santé. Ils ont gagné plus d'argent grâce aux produits bons pour la santé, et le cours de l'action, à 8 mois, avait doublé. Donc cette histoire, elle me paraissait intéressante à vous partager, pour vous dire qu'on peut prendre des décisions qui, à court terme, est contre-intuitive, et à long terme, est bénéfique. Ce qu'on résume par une formule en anglais, ça rime, le purpose, c'est short-term pain, long-term gain. Ne jamais oublier ça, c'est coûteux, c'est compliqué au début. L'engagement, quel qu'il soit, il a un coût. Et un purpose qui ne vous coûte rien, c'est du bullshit. C'est une bonne façon de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas avec votre raison d'être. Soit il a un coût, soit il n'en a pas. Quand vous décidez le 1er janvier de faire des abdos tous les matins pendant toute l'année, ça a un coût, chaque matin. À la fin de l'année, quand vous l'avez fait, vous voyez le résultat. Si vous ne le faites pas, si ça n'a pas de coût, si ça n'a pas de conséquences, alors ce n'est pas un engagement. Un engagement a un coût. C'est le coût de l'engagement. Pour résumer sur la question du purpose, comme ces dirigeants ont fait, ça nécessite du courage, de la discipline, comme les abdominaux finalement, de la patience, j'ai raté ma blague, comme les abdominaux, pour bien que ça vous marque, hein, c'est vraiment ça. Ça, c'est juste la conséquence d'une répétition tous les matins, d'un exercice bête. Et ce qu'il faut aussi comprendre avec ça, ça ne se fait pas en un jour. Le leadership, sa logique, c'est le très court terme et les profits la semaine prochaine, au grand maximum. Ce que je vous demande de faire comme shift de pensée, c'est de penser long terme et de vous dire ça va me coûter en énergie, en argent, en choix, en décision maintenant, mais ce sera bien, ce sera bénéfique pour plus tard. Ce purpose, il faut le mettre au service de la planète en priorité, puisque j'espère que vous l'aurez compris, on ne peut pas faire sans. On oublie quelque chose, la planète, c'est un capital naturel qui fournit énormément de services à votre entreprise ou à nous-mêmes. Par exemple, je ne sais pas vous, j'aime bien respirer de l'air. C'est pas mal, ça nous rend productifs, ou boire de l'eau. Et ça, c'est gratuit. En fait, ce n'est pas gratuit parce qu'on est en train de le mettre en danger. Et on commence à se rendre compte que ça a une valeur. Ce capital, il faut le protéger et le réparer. Alors attention, il y a un piège. Pour bien qu'on le comprenne. Beaucoup d'entreprises, quand elles réfléchissent au sujet, se disent il faut qu'on réduise notre impact. Alors, réduire son impact, c'est comme taper moins fort sur son gamin. Ce n'est pas suffisant. La planète étant le gamin, il ne s'agit pas de taper moins fort dessus. On ne peut pas se vanter de dire « j'ai arrêté la batte de baseball, je suis passé à la main nue ». Non. Or, c'est ce que beaucoup d'entreprises font. Derrière de mots comme « réduire son impact », ça ne résout rien. Ça juste, peut-être, nous donne 1 an ou 2 de plus pour aller dans le mur. Mais ça ne résout pas le problème. Deuxième piège, la RSE. On en a parlé. La RSE, le principe, c'est comment je dépense l'argent que je gagne. Moi, ce que je dis, c'est comment je gagne de l'argent. C'est pas la même chose. Vous me suivez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que la RSE, c'est un peu le cache-sexe de la transition énergétique. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La vraie question, c'est comment je gagne de l'argent, et non pas comment je dépense l'argent que je gagne. Pour illustrer ça, je vous propose cette marque de fringues suédoise, qui a une bonne croissance, un bon taux de croissance, qui a expliqué clairement pourquoi ils existent. En des mots simples, on peut tous comprendre. Le taux de croissance de cette marque est assez impressionnant, et ils ont expliqué clairement sur un mur contre quoi ils luttent.
ce que je vous invite à faire comme expérience de pensée, c'est vous dire, si je vous donnais un mur comme ça dans Grenoble, qu'est-ce que vous écririez sur ce mur comme combat? Un exemple qui fait peut-être plus parler en termes de chiffres, c'est Tesla. Tesla a expliqué depuis le tout départ pourquoi ils existent. Ce n'est pas pour faire des voitures, c'est pour accélérer la transition mondiale vers une énergie zéro carbone. C'est le seul constructeur qui peut se permettre de précommander ces voitures par dizaines de milliers. C'est un constructeur qui a racheté un fabricant d'énergie solaire, SolarCity. C'est comme si Peugeot rachetait EDF Énergie Nouvelle. Ce serait bizarre vu d'ici, mais comme Tesla a une stratégie qui n'est pas de faire des voitures, mais de faire de la transition énergétique, c'était cohérent. Et les marchés financiers ont compris le mouvement stratégique, et c'est pour ça que Tesla vaut, à mon sens, aussi cher, c'est que ce n'est pas un fabricant de voitures, c'est un acteur intégré de l'énergie, captation, stockage, distribution. Et ils vendent des batteries pour les maisons, des batteries pour les pays, des batteries pour les entreprises, des voitures, des tuiles solaires, des panneaux solaires, etc. Et le recyclage des batteries, tout ça. Et c'est pour ça que Tesla vaut aussi cher. Et ils ont quand même réussi à rendre la voiture électrique désirable, là où avant, elle ne l'était pas du tout. Fiche pratique, le purpose, si vous vous posez la question, la raison d'être de ce que c'est ou comment on le fait. Petite astuce de notre ami Simon Sinek, c'est la formule, à mon sens, la plus simple, entre guillemets, à écrire, la plus compliquée à faire, mais c'est la plus simple, la plus efficace. Le purpose, si vous voulez vous faire l'exercice de l'écrire ou d'y réfléchir, c'est deux parties dans votre phrase. Qu'est-ce que vous faites? Dans quel but? Si vous oubliez l'un ou l'autre, ça n'aura pas de sens. C'est penser contribution, qu'est-ce que je fais? Dans quel but? L'exemple que je donne aussi souvent ici, c'est SpaceX. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, c'est une start-up, partie de zéro, et je pense que ce seront les premiers à mettre quelqu'un sur Mars, au nez à la barbe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale chinoise. Même s'ils ont pris leur argent, je suis d'accord. Mais globalement, c'est quand même une boîte qui, il y a 15 ans, n'existait pas. La contribution de SpaceX, concevoir, fabriquer et lancer des engins spatiaux de pointe, virgule, impact, afin de permettre à l'humanité d'aller vivre sur Mars. La contribution, ça parle au cerveau rationnel, l'impact au cerveau émotionnel. Et SpaceX, son combat, c'est d'aller vivre sur Mars. Ce que permet un purpose orienté au service de la planète, c'est ce qu'on appelle la résilience de la planète, donc de nous, donc de nos entreprises. C'est QFD. La résilience de notre écosystème permettra notre résilience. Quand on raisonne comme ça, les gens sont vus, du coup, comme non pas une ressource, mais une richesse. L'objectif, quand on a un purpose qui a du sens, c'est que le collaborateur devient un missionnaire et le client un ambassadeur. Bien longtemps, voilà comment on a conçu un collaborateur, comme un être assez étrange qui toujours le pouce en l'air, qui met des costards dans des salles qui sont sans âme et qui fait des réunions où c'est l'éclate du matin au soir. Ça, c'est comme ça qu'on a souvent vu le collaborateur. Il se trouve qu'après de nombreuses années de recherche, on a découvert un truc de fou. Un employé est un humain. Et un humain, c'est émotionnel. Pour le dire même de manière plus simple, un humain n'est quasiment qu'un être d'émotion avec un tout petit peu de raison de temps en temps par-dessus. Il y a une expérience qui est intéressante à ce sujet, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une expérience qui est faite avec des Lego, où on a pris deux salles, imaginons qu'on divise cette salle en deux, et on met dans une salle des gens, voilà le groupe A, et dans une salle le groupe B. À la salle A, on vous donne des Lego, et vous avez comme mission, comme job, et vous êtes payé pour ça, de construire des Lego pendant toute une journée. Le groupe B, on vous met dans une salle, on vous paye pareil que le groupe A, et vous devez faire le même job, construire des Lego. La seule différence, c'est que le groupe A, quand quelqu'un a construit un beau modèle, quelqu'un va venir et va le détruire méticuleusement et se remettre dans un coin de la salle. Le groupe B, on va vous laisser travailler tranquille et faire vos Lego. À la fin de la journée, alors que les deux groupes sont payés pareil, le groupe à qui on n'a pas détruit le modèle, donc qui se dit qu'il a un impact, qui sert à quelque chose, a construit 2 fois plus de Lego que le groupe A. Donc on est payé pareil, mais il y a un groupe qui sait pourquoi il travaille, qui se dit qu'il a un impact, et qui construit qui est 2 fois plus productif. Donc l'argent, le salaire, n'est pas la clé. L'argent est une arme de manipulation. Ce qui compte, c'est le sens de ce que je fais. C'est le rapport émotionnel que j'ai. Et l'être humain est un animal, je pourrais en parler pendant des heures, donc je ne vais pas le faire, plein d'émotions. Quand le purpose a un sens, les gens retrouvent le sens. Et pour le dire de manière marketing,
Une marque qui capture votre esprit, elle gagne un comportement. Une marque employeur qui capture votre cœur, elle gagne un engagement. C'est un peu ce que le prix Nobel d'économie a dit, système 1, système 2. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. On est toujours, 80% du temps, on est soumis au système 1, décision irrationnelle, intuitive, rapide, et qui ne fonctionne qu'avec l'émotion. En ayant un purpose qui a du sens, il va se passer un truc incroyable avec les collaborateurs. On va passer de collaborateurs intéressés, donc 71% des gens, c'est-à-dire que si on leur offre le même job avec 10 000 € en plus par an, ils vont quitter l'entreprise tout de suite parce qu'ils vont être intéressés par l'argent, à collaborateurs engagés. Et l'engagement collaborateur procède de l'engagement de l'entreprise. Comme le dit encore une fois Simon Sinek, quelqu'un avec qui on travaille depuis 4 ans et ses équipes, et donc il dit des choses qui sont assez justes quand même, parfois. Si on embauche des gens parce qu'ils peuvent faire le job, ils travailleront pour votre argent. Mais si vous embauchez des gens qui croient en ce à quoi vous croyez, ils vont vous donner du sang, de la sueur et des larmes, en gros. Ce qui implique de définir en quoi est-ce que vous croyez. Et l'exemple que tout le monde connaît, mais qui est assez parlant, c'est Patagonia, la marque de vêtements. Patagonia, vous allez voir sur leur site, ils existent pour essayer de résoudre le problème de la destruction de la planète. C'est eux, par exemple, qui ont créé le mouvement 1% pour la planète. Vous connaissez? C'est eux qui sont à l'initiative de ça. Eux reversent 2% de leur chiffre d'affaires, pas de la marge, du chiffre d'affaires, à leur fondation et à des ONG. Et c'est eux qui ont financé une pleine page du New York Times, qui coûte cher en publicité, pour expliquer aux gens de ne pas acheter la veste Patagonia qui est leur best-seller. Donc vous faites une pub, que vous payez des centaines de milliers de dollars, pour expliquer à vos clients de ne pas acheter votre produit. Et derrière la page, ils expliquaient que le fast fashion, le fait d'acheter tout le temps des fringues alors qu'on n'a pas besoin, est une aberration environnementale et écologique. Et Patagonia s'est engagé dans le recyclage, la récupération, fait des vêtements qui durent très très longtemps, etc. Toute leur entreprise est cohérente par rapport à cette raison d'être. Et la conséquence sur l'engagement des collaborateurs, c'est que dans les boutiques Patagonia en moyenne, ils ont un turnover de 6%. Là où dans le retail en général, le turnover est de 35%. Quand on sait ce que coûte le turnover à une entreprise, ils font des substantielles économies. Et ils ont des collaborateurs qui sont des missionnaires très engagés, tous très très au fait de la cause environnementale. Et quand on a un collaborateur qui est engagé, on a un client qui est engagé et qui se tatoue, c'est un tatouage à vie, de Tesla et SpaceX, par exemple. Des tatouages Tesla. Je m'arrête une seconde sur la définition, la différence entre le why et le what de Simon Sinek, mais ce que fait Tesla, en l'occurrence, quand on le regarde comme un constructeur, c'est qu'il prend des pneus, une batterie, une carrosserie, et il fait une voiture, on est d'accord? Renault Zoé prennent des pneus, une batterie, une carrosserie, ils font une voiture électrique. Ils font le même produit. Mais j'ai jamais vu un tatouage Renault Zoé sur le bras. Mais des gens se tatouent Tesla parce qu'ils croient en ce à quoi Tesla croit. Et ça, on le retrouve dans une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps par Elan Edelman. Les consommateurs, ces millennials qui sont désengagés, en revanche, sont engagés avec leur portefeuille. Et 64% d'entre eux sont ce qu'on appelle des acheteurs à conviction. La traduction française, je l'ai improvisée, mais c'est vraiment des gens qui achètent avec des convictions, des marques engagées, donc des marques qui disent pourquoi elles existent. Donc l'entreprise qui est sur le leadership a des gens engagés qui vont concevoir et fabriquer des produits qui sont conçus non pas pour le profit, mais pour la planète. Par exemple, des téléphones qui sont réparables et non pas à l'obsolescence programmée, dont on peut changer une pièce pour avoir le moins d'impact possible, qui vont concevoir des trucs aussi fous et compliqués que arrêter de jeter une fusée à chaque fois qu'on s'en sert. Ce qui était le cas depuis 50 ans. Je ne sais pas si vous imaginez la logique que c'était. On lance un satellite et on jette la fusée. Il a fallu SpaceX pour arriver et dire « Non mais c'est complètement con comme système. On peut récupérer le lanceur. » Et oui, ça a été très dur. Alors Hergé l'avait compris dans Objectif Lune, mais personne n'avait réussi à le faire. On peut concevoir des produits donc, qui sont un peu moins idiots, un peu plus durables. Et je ne sais pas pour faire de la minute promotion, mais on a testé, et je pourrais vous en parler plus longuement, mais je n'aurai pas le temps, je pense. On a testé, nous, tout ce que je viens de vous expliquer. On l'a testé en pratique l'année dernière, en lançant from scratch, en très exactement 15 jours, de l'idée à la vente, un produit qui s'appelle Bibar, bar à abeilles, je crois que c'est un petit gif qu'on avait fait,
Ce qui consiste simplement à recevoir un kit chez soi quand on habite en ville avec un pot de fleurs qui est fait en plastique recyclé, du terreau biologique et des graines de fleurs mellifères, donc bonnes pour les abeilles, biologiques. Ça n'existait pas, c'était dur à trouver. Et on s'est amusé à appliquer à la lettre le schéma que je vous ai indiqué, en investissant 0 € en communication, 0 € en RP, rien. On a eu une couverture presse monstrueuse, télévision, radio, dans tous les reportages. On n'a rien dépensé parce qu'on a juste expliqué le pourquoi on faisait ça, le combat qu'on menait, qui est celui de la disparition des abeilles, qui est un vrai problème. Et on a conçu un produit cohérent. Et il y a 10 jours, on a eu un contrat signé avec la grande distribution pour ce produit, qu'on a fait en 15 jours, un peu à l'arrache, mais qui respectait, comme un cas d'école, le cercle que je vous ai montré. Et les gens ont acheté ce produit, précommandé ce produit, et la grande distribution l'a acheté. Donc, plus on vend de barres à abeilles, moins il y a de plastique dans l'océan, plus on aide les insectes à survivre en ville, parce que tout le monde met des ruches, ce qui est chouette, mais il n'y a pas assez de fleurs, ce qui est problématique. Deuxième fiche pratique, prenez votre portefeuille de produits, regardez-le par rapport à votre purpose et dites-vous, est-ce qu'il est cohérent est-ce qu'il est cohérent. Et du coup, pour vous retenir le truc mnémotechniquement parlant, je propose cette formule KIC. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'améliore ou modifie? Qu'est-ce que je crée de zéro? Qu'est-ce que j'arrête de faire? C'est une grille de lecture. Il y a un autre mot qui s'appelle ERAC aussi qui existe, parce que vous connaissez. C'est juste une grille en me disant qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme produit et qu'est-ce que je peux faire dessus pour m'aligner avec mon purpose, avec ma raison d'être. Quand ces gens conçoivent et fabriquent des produits de manière créative, intelligente, voire même disruptive pour SpaceX, qui vont dans le sens de la planète, ces produits sont conçus avec des process également qui sont bien évidemment alignés. Les process, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit de faire l'opposé du leadership. Et il y a un mot que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jugad, qui synthétise assez bien. Jugad, ça veut dire frugal en sanskrit. Et le spécialiste en France et aux États-Unis de ce mot, c'est Navi Raju, qui a écrit et dit beaucoup de choses là-dessus. La frugalité, le concept, c'est de faire mieux avec moins. Et quand on pense frugal, par nécessité, on va arriver à penser local sur ses produits et sa distribution, à consommer moins de ressources, à faire de l'économie circulaire et à concevoir des produits recyclables et réparables. C'est logique, mais comme on l'a vu avec les emballages et les suremballages inutiles, ce n'est pas immédiat. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent payer plus cher pour acheter moins que l'inverse, parce qu'ils sont engagés. Donc il faut leur vendre moins d'emballages, moins de ressources, ils vont payer plus cher. C'est ce qu'a fait Engie comme mouvement stratégique en vendant moins d'énergie, en vendant des économies d'énergie. Si ça ne vous suffit pas comme exemple, très concrètement, je m'appelle Adidas, je vends des chaussures qui sont faites en Chine, je suis donc méchant, je ne suis pas bien, je suis une caricature du système précédent, mais j'essaie de changer. Et je m'appelle Adidas et je vais prendre mes équipes et je vais réfléchir à comment je peux réinventer la chaussure. Et je vais faire un partenariat avec une ONG qui s'appelle Parler, que vous voyez ici, et Parler ramasse le plastique dans les océans. Et Adidas a conçu intégralement la fabrication d'une chaussure à base de plastique ramassé dans l'océan. Ils ont vendu, en expérimentant, 1 million de paires en 2017. En plus, elles sont belles, à base de filets de pêche. Ils ont vendu 1 million de paires et ils étaient tellement surpris par l'engouement qu'ils ont continué à en vendre. Et 2 ans après, ils en vendaient 17 millions. Fois 17 en 2 ans. C'est des taux de croissance à faire rêver quand même. Plus les gens achètent cette paire de chaussures, moins il y a de plastique dans l'océan parce qu'il est directement conçu avec le plastique ramassé par l'ONG. Et je m'arrête une seconde sur la page qu'on avait à l'instant sous les yeux, qui illustre encore une fois le concept de l'émotion par rapport au what. Ce que vous achetez sur cette page, il n'y a pas le produit. Il y a la cause pour les océans, le bouton acheter. Il n'y a pas la chaussure. C'est ça que les gens achètent, la cause d'abord et avant le produit. Bref, on conçoit des process qui sont alignés avec la raison d'être. Et les profits deviennent alors logiques. Comme on l'a vu avec Adidas, les gens, comme ils sont engagés, 64% des gens sont engagés, vont préférer choisir des produits et des services qui sont bons pour la planète parce qu'ils ont conscience que tout ça n'a pas de sens sinon. 70% de la croissance d'Unilever l'année dernière était dédiée à sa gamme Sustainable. 70% de sa croissance provient de sa gamme de produits responsables. La marque C'est qui le patron? Vous connaissez?
vous avez vu son taux de croissance? Ce qu'ils vendent, ce n'est pas du lait ou du beurre, c'est le soutien des producteurs locaux. Et ce que les gens achètent, c'est le soutien des producteurs locaux. Ce n'est pas du lait ou du beurre. Et même, c'est qui le patron a fait un référendum auprès des clients pour leur demander est-ce qu'on peut augmenter le prix du beurre de 30%? Parce que sinon, nos producteurs ne vivent pas. Le consommateur, compensé jusqu'à présent rationnel, calculateur et cynique, a dit enfin, oui, je ne suis pas calculateur rationnel et cynique, je veux soutenir les producteurs locaux. Et ils ont voté pour. Donc le client a voté pour payer plus cher son beurre parce que ça soutient une cause. Et donc, c'est qui le patron, grâce à ça, a fait du profit. Et ce profit, il sert in fine à ce à quoi il est conçu, du carburant au service du purpose. Et là, on a enclenché un cercle vertueux dans lequel l'entreprise gagne de l'argent pour renforcer son impact sur sa raison d'être. Et ce cercle vertueux, c'est celui qu'on doit enclencher impérativement. Si je dois résumer tout ça, jusqu'à présent, on vivait dans un système qui est lâche, il faut le dire clairement, parce qu'on a tous conscience de ça, qui a une énorme inertie. Et donc c'est dur de lutter contre, mais c'est possible. Qui pense court terme, et uniquement court terme. Et ce qu'on appelle, dans un mode de pensée finite mindset. Je pense à très court terme, je pense à être leader, je pense à être le premier, je pense à la vie comme une compétition. Ce système est voué à sa perte. En revanche, le leadership, celui dont j'ai parlé, il nécessite énormément de courage. Pensez à CVS qui a arrêté de vendre des cigarettes. Il faut le faire, de signer moins 2 milliards de chiffre d'affaires. Il faut avoir du courage. Mais c'est ce dont on a besoin impérativement. Il faut accepter la transformation qui va être nécessaire et inéluctable, et qui va être douloureuse, et qui aura un coût, c'est le coût de l'engagement. Il faut penser long terme, impérativement, un peu comme EDF. En résumé, il faut penser infinite mindset. La bonne façon de résumer la différence entre finite mindset et infinite mindset, c'est les gens qui parlent pour l'entreprise d'une ambition. L'ambition, c'est d'être le premier. Ça, c'est de la compétition, ça n'engage personne. Si je vous dis que mon ambition, c'est d'être le leader du conseil en stratégie, vous n'en avez rien à faire. Vous n'avez pas envie de m'aider. Mais si je vous explique pourquoi je fais ce que je fais, là, je vous parlerai de vision et vous pourrez adhérer ou pas, d'ailleurs, à la vision, ce n'est pas le sujet. L'important, c'est que je vais vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais et que vous adhériez à un combat plutôt qu'à une ambition. Donc, commencez à parler de vision ou de mission et arrêtez de parler d'ambition. Ce n'est pas du tout inspirant. Tout ça, au final, pour une seule et même raison, ce serait quand même chouette qu'on la conserve en bon état. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais en tout cas, je pense que j'ai terminé. Merci beaucoup.